On va terminer sur un horizon très institutionnel de Laurent qui va nous présenter le rapport sur l'état du logement dans l'Union européenne, dont vous avez la version française entre vos mains qui a été distribuée en exclusivité avant la publication officielle. Donc effectivement, vous avez dû recevoir ce beau petit livre de chevet qui s'intitule « L'état du logement dans l'Union européenne ». Alors c'est une initiative de Housing Europe, donc notre Fédération européenne du logement social, et en son sein d'un observatoire européen du logement social que j'ai l'honneur de présider et qui a pour but, avec une directrice des études permanentes à Bruxelles, de développer des recherches comparées sur les problèmes de l'habitat et également d'assurer des comparaisons européennes sur des thématiques, notamment sur les thématiques de la migration. L'objectif de ce rapport, il est également de faire admettre à la Commission européenne que dans l'état de l'Union, c'est un discours que fait chaque année au Parlement européen le président de la Commission européenne, devant effectivement l'ensemble des députés européens, il dresse un état de l'Union du point de vue des grands indicateurs économiques, des politiques publiques. Et nous sortons, nous, en même temps que M. Juncker, donc un rapport sur l'état du logement dans l'Union pour qu'il puisse effectivement intégrer cette dimension logement. Et c'est vrai que ça commence à prendre un peu en termes d'efficacité et de reprise. Ce rapport a été présenté devant le Parlement européen par notre président, Cédric Van Stevendel, qui a fait l'hommage de passer tout à l'heure, mais également devant le comité des régions qui rassemble tous les élus régionaux et locaux qui siègent à Bruxelles comme une instance de consultation. Le plan de ce rapport est relativement simple, vous l'avez dans le texte. Donc la première objectif est de faire un état des lieux des marchés du logement dans l'Union européenne d'un point de vue un peu macroéconomique, donc les grands indicateurs de prix, de vacances, de développement, etc. Ensuite, de creuser un peu plus les questions d'accessibilité financière, donc d'abordabilité en anglais, des questions du logement. Et ensuite, on a travaillé de façon un peu plus spécifique sur les territoires et les disparités territoriales qui existaient entre certains territoires et d'autres. On l'a vu en Allemagne avec les zones tendues et les zones en déprise. Et enfin, de voir comment le logement pouvait mieux intégrer les politiques de l'Union européenne et être comme un élément de mise en œuvre de ces politiques européennes. L'intérêt également de ce rapport, c'est que vous avez effectivement en fin de rapport un ensemble de 28 fiches qui font un état des lieux très synthétique de la structuration du marché du logement et des principales évolutions. Et là également, c'est très intéressant quand vous souhaitez avoir connaissance d'un pays particulier, des évolutions qu'il peut y avoir, sachant qu'il y a une très très grande diversité de situations dans les 28 États membres de l'Union européenne. Alors, quelles conclusions peut-on tirer en un petit quart d'heure de ce travail qui a quand même été duré plus d'un an? C'est effectivement, comme l'a dit Cédric en ouverture, on a dans l'ensemble des pays européens un phénomène où les prix du logement augmentent plus vite que l'évolution des revenus des ménages et que cela pose effectivement de graves problèmes à la fois d'accessibilité financière en termes de qualité de logement, mais également d'exclusion du logement. Et c'est cette dimension-là qui est aujourd'hui dominante dans toutes les études que l'on peut faire, c'est qu'effectivement le nombre de sans-abri augmente très fortement dans les grandes métropoles européennes. C'est vraiment une question qui aujourd'hui est très très peu traité à fond, sauf peut-être dans les pays nordiques comme en Finlande ou en Suède, on l'a vu tout à l'heure, mais qui est aujourd'hui quelque chose de structurant dans les problématiques locales d'accès au logement. On a également de plus en plus, on l'a vu avec l'Allemagne, une fracture territoriale, et on a parlé de migrants externes, mais il y a une migration interne aux États membres qui se développe de façon très importante, où vous avez effectivement des zones attractives, des zones qui attirent effectivement des populations locales qui viennent effectivement de zones moins tendues, ou pour des questions de qualité de vie, pour des questions d'accéder à des services culturels ou d'éducation, et surtout pour accéder à l'emploi, puisque ce sont dans ces grandes métropoles européennes que la croissance de l'Union européenne s'est développée et qu'il y a effectivement des créations d'emplois. Un autre point également qui a été cité par Cédric, c'est que face à ces nouveaux enjeux, les États membres ne sont plus du tout à la hauteur de répondre par des mesures structurelles. On a
bien entendu les contraintes budgétaires dans le cadre du semestre européen, mais on le voit de plus en plus, ce sont les collectivités locales, ce sont les grandes métropoles européennes qui prennent en charge ces problèmes du logement, compte tenu du fait que les États en général ont tendance à se désengager ou à réformer les mécanismes de financement. On en a une très bonne illustration en France aujourd'hui. Alors les questions qui sont dominantes du point de vue de l'Union européenne, bien entendu, c'est les problématiques d'inclusion sociale et de lutte contre l'exclusion, avec les phénomènes de sans-abrisme. La dimension énergétique, on l'a vu également ce matin, qui est quelque chose où le logement joue un rôle déterminant, puisqu'il est effectivement l'un des premiers pays, un premier secteur producteur de CO2, mais bien entendu les problématiques de cohésion territoriale, de cohésion sociale et plus globalement de développement urbain durable, où nous avons actuellement à l'Union européenne, je dirais, un agenda urbain européen qui a été mis en œuvre à l'initiative de la présidence hollandaise, dans lequel il y a un partenariat sur les questions du logement pour développer des bonnes pratiques et aider à avoir des réglementations européennes plus importantes. Donc voilà en gros les principales conclusions. Donc je ne vais pas le développer parce que j'en ai pas trop le temps et puis c'est assez contenu. Donc je vous invite à consulter dans votre retour de train en avion les principales conclusions de ce guide. Ce que je voulais simplement évoquer en conclusion, puisqu'effectivement l'intérêt de ces comparaisons européennes, c'est de le replacer par rapport à la France, c'est que tous nos voisins européens ont connu des évolutions structurelles très importantes, soit déjà relativement longtemps, soit dans le cadre des conséquences de la crise économique et financière, qui ont conduit à une refonte complète du secteur, à des évolutions structurelles, alors qu'en France, notre secteur a bien résisté à la crise, grâce effectivement à sa structuration, grâce aux mécanismes des prêts de la Caisse des dépôts qui ont permis de soutenir une activité très importante, voire avoir un rôle contracyclique par rapport à la crise. Et donc on a maintenu effectivement durant cette crise une structuration tout à fait classique, alors que partout chez nos voisins européens, des restructurations très lourdes ont été mises en œuvre. Et j'aimerais citer simplement un exemple. On a vu l'Allemagne, on a bien expliqué le principe du logement conventionné temporaire, le fait que n'importe qui peut faire du logement social, que les organismes de logements sociaux allemands gèrent plus de logements déconventionnés que de logements conventionnés. On a là déjà un paysage complètement différent par rapport au paysage français. Simplement un exemple sur les Pays-Bas, et j'en arrêterai là. Les Pays-Bas ont connu un peu la même situation quand la Commission européenne a demandé d'introduire un plafond de revenus. Il a fallu découper le parc entre la partie service d'intérêt général et la partie concurrentielle. Et comme le gouvernement hollandais n'a pas pu imposer la vente de l'activité commerciale parce que les logements appartenaient aux corporations, elle a taxé les organismes HLM pour obliger de vendre. Le montant de la taxation annuelle, c'est, je le dis dans le mille, 1,7 milliard d'euros. Voilà. C'est intéressant. Et les conséquences, effectivement, c'est que ils doivent vendre des logements pour payer cette taxe. Donc, ils ont vendu depuis 5 ans à peu près 200 000 logements. Donc, ils en y avaient à peu près 1,6 million, ils sont 1,2 million, 1,4 million. Et surtout, ces organismes ont dû se regrouper. Il reste question également au niveau français pour assurer effectivement une pérennité financière et mettre en commun des moyens de continuer à intervenir. Ils ont arrêté de construire des logements puisqu'ils n'avaient plus les moyens d'investir de façon aussi importante que dans le passé, et ils ont mis la priorité sur la réhabilitation du parc et la qualité du service rendu aux locataires pour maintenir une légitimité dans le domaine du logement social. Il faut savoir également que aux Pays-Bas, le rôle du logement social a fortement évolué. C'était un rôle un peu comme nos amis suédois, ouvert à tout le monde, universel. Il n'y avait pas de plafond de revenus. C'était pas forcément un logement social au sens où l'on entend. Aujourd'hui, ils sont dans une structure effectivement de plus en plus résiduelle, avec la nécessité de développer des formes d'accompagnement social pour traiter effectivement des populations qui en ont besoin. Donc je dirais que l'Europe est intéressante de ce point de vue-là, parce que toutes ces grandes réformes structurelles ont eu lieu, je dirais, depuis 4, 5, 10 ans, qu'on en connaît aujourd'hui les conséquences en termes de réorganisation du secteur, en termes d'efficacité, en termes de lacunes, et que c'est toujours un très bon enseignement avant de mettre en œuvre des réformes en profondeur en France, de voir un peu ce qui se passe chez nos voisins européens, de les interroger, de travailler avec eux, c'est toujours très utile et très formateur. Et donc je vous invite à parcourir cet état du logement dans l'Union européenne, et je reste bien entendu à votre disposition pour toute question ou mise en relation avec nos homologues européens. Merci beaucoup.